Le médaillon, partie 7 du livre audio, chapitre 19. Au cœur du mystère. Le lendemain matin, imposant silence à mon amour-propre, je m'arrangeais de façon à avoir un brin de causette avec ce même Durbin. C'est lui qui avait été chargé de recueillir les bijoux de madame Geffray, et il devait savoir mieux que personne où se trouvait à présent le médaillon. Sans doute avec le reste. Et cependant, qui sait? Durbin est fort rusé, et il se peut fort bien qu'il ait relevé quelque indice concernant la valeur particulière de cet objet. Dans ce cas, il serait partout ailleurs qu'en possession de M. Geffray ou de Miss Turner. Pour m'en assurer, je recours à un assez pardonnable subterfuge. L'abordant d'un air dégagé, je lui contai sans trop altérer la vérité que j'avais été amené à penser, pour diverses raisons, que le secret de l'énigme, qui nous occupait tous, tenait dans un certain médaillon de filigrane que portait habituellement madame Geffray. Ce bijou ne lui avait pas été donné par son mari, et j'étais convaincu, sans en avoir la preuve, qu'il contenait le portrait en miniature de quelque autre personne qu'il pourrait être avantageux de connaître. Je m'attendais à ce qu'il fît sa grimace dédaigneuse. Mais à mon grand étonnement, il garda une expression impénétrable, encore que je visse, à n'en pouvoir douter, une légère, très légère lueur de curiosité passer dans ses calmes yeux gris. « Vous êtes sur une fausse piste, » finit-il par ricaner. Et ce fut tout. Mais je n'en attendais pas davantage. J'avais simplement voulu me rendre compte de l'importance que pouvait avoir à ses yeux le médaillon, et, s'il n'en avait aucune pour lui, surprendre sa curiosité de façon qu'il me laissât voir s'il savait où il se trouvait à présent. Que malgré son insignifiance apparente, l'objet occupât une certaine place dans ses préoccupations, le fait était évident pour qui connaissait Durbin. Mais qu'il fût aisé de se le faire prêter, ce n'était pas aussi sûr. À vrai dire, je fus bientôt convaincu que, pour sa part, Durbin n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait, sans quoi, après l'indice suggestif que je lui avais fourni, il n'aurait pas perdu une demi-heure avec moi. Qu'allais-je donc faire? Raconter mon histoire au major et m'en remettre à lui pour pousser l'affaire jusqu'à son dénouement? Pas encore, disait mon amour-propre. Pas encore. Durbin te prend pour un imbécile. Attends de pouvoir ouvrir la main tout entière avant d'attirer l'attention sur tes cartes. Il me fut cependant difficile de ne pas trahir mon agitation, de ne pas agir comme l'imbécile qu'il me croyait, quand les camarades se mirent à me taquiner à propos du fameux talisman, à me demander narquoisement à quoi avait abouti la nuit passée dans la maison Moore, en m'exhortant à la patience, en me répétant que celui qui rit le mieux est celui qui rit le dernier, et que toutes les occasions de rire n'étaient pas perdues entre Durbin et moi, je parvins à conserver un extérieur impassible pour présenter mon rapport au major. Je m'en jugeais amplement récompensé quand l'un de mes collègues, qui avait soigneusement évité de me narguer, me fit la communication suivante. « J'ignore quel intérêt vous attachez au médaillon dont vous me parlez, mais comme vous avez déjà pas mal contribué à élucider cette affaire, je ne vois aucun inconvénient à vous dire ce que j'en sais pour ma part. Cette breloque a donné bien des tourments à la police. Elle est portée sur la liste des objets trouvés dans la chambre où l'on a vu brûler la bougie. Mais quand tout ce qui appartenait à madame Geffray fut rassemblé et rendu à son mari, le bibelot ne se trouva plus avec les autres. Il a été perdu dans le transport, et l'on n'en a plus rien vu depuis. Et qui, croyez-vous, a appelé l'attention là-dessus? Qui a réclamé à corps et à cris cet objet? Ce n'est pas monsieur Geffray, qui paraît n'y attacher que peu d'importance. C'est ce vieillard qu'on désigne sous le sobriquet d'oncle David. Lui qui témoignait de la plus parfaite indifférence pour tous les bijoux et objets de prix laissés par sa nièce, il commença à jeter feu et flamme quand il vit que le cœur de filigrane y manquait,
déclarant que c'était là un héritage très précieux et qu'on le lui rendrait ou qu'on lui dirait pourquoi. Comme la police seule était à blâmer en cet incident, on étouffa l'affaire. On l'aurait même considérée comme tout à fait insignifiante, la valeur intrinsèque du bibelot étant des plus minimes, si M. Moore n'avait persisté à nous assourdir de ses plaintes. Ce médaillon, à l'en croire, a pour Moore autant de valeur que tout le reste des biens ensemble. Comme si nous étions assez naïfs pour croire de pareilles balivernes. L'extravagance de ses assertions, la persistance de son courroux et quelques autres circonstances suspectes ont amené certains d'entre nous à se demander s'il est bien l'innocent héritier pour lequel il essaye de se faire passer. En tout cas, je sais de façon certaine que le juge d'instruction le tient en réserve pour le cas où le jury acquitterait Miss Turner. Le juge d'instruction est sage, prononçai-je en me plongeant dans de nouvelles réflexions. Cette suspicion latente en laquelle on tenait M. Moore avait-elle des bases solides? Était-ce lui le coupable? Le mémorandum que j'avais découvert dans le volume tout récemment manié et soigneusement dissimulé sur les rayons de la bibliothèque, dans la maison déserte, démontrait, en dépit de l'affirmation contraire, qu'il avait séjourné dans la vieille demeure, fort peu de temps avant le soir fatal, sinon ce soir-là même. Il démontrait aussi l'intérêt extrême que le vieillard attachait aux traditions de la famille. Mais ne démontrait-il rien de plus? L'oncle s'arrêta-t-il d'écrire pour commettre une œuvre sanglante? Et l'un des motifs de ce crime mystérieux fut-il le désir de s'approprier le médaillon? Mais alors, pourquoi ne pas se l'approprier tout de suite? Une bougie avait brûlé dans la chambre du sud-ouest. Était-ce pour l'éclairer pendant l'examen du talisman? J'aurais voulu le croire et exonérer du coup Miss Turner. Pour quelle raison mon esprit refusait-il si énergiquement d'envisager cette possibilité, de considérer M. Moore comme le meurtrier de Madame Jeffray? Je ne saurais le dire. Je détestais ce bonhomme, et j'entretenais à son égard une extrême méfiance. Cependant, même après cette révélation de duplicité, je ne parvenais pas à lui imputer le crime sans que toute ma logique se révoltât. Quels que fussent d'ailleurs mes scrupules, mes collègues ne les partageaient pas. Le vieux était surveillé et filé certainement. À cet instant, je me sentis touché à l'épaule par le camarade qui m'avait fait ses confidences. Il me plaçait entre les mains un journal. « Regardez à la colonne des objets perdus, me dit-il. La 3e annonce que vous voyez a été insérée sur l'ordre du juge d'instruction. La suivante sur l'ordre de M. Moore lui-même. » Suivant l'indication qu'il me donnait, je lus 2 fois la description du bibelot suivie d'une promesse de récompense à qui le rapporterait. Celle qu'offrait l'oncle David était hors de toute proportion avec la valeur du brimborion égaré. Et certes, s'il se trouvait que quelqu'un l'eût ramassé, il ne pouvait manquer de venir réclamer une pareille prime. « Il fait la pige à la police, cette fois, dis-je en riant. Mais à quel moment ont paru ces annonces ? Pendant votre absence, quand on vous a envoyé à Tampa. Mais qui vous assure qu'on ne lui a pas rapporté ce médaillon ? La chose est hors de doute. Son anxiété persistante et ses recherches toujours actives le prouveraient au cas où notre surveillance aurait été en défaut. Et la police n'a pas été plus heureuse ? Pas davantage. A-t-on fait tous les efforts possibles ? Tous. Qui est l'agent qui a rassemblé les bibelots et les a emportés hors de la chambre ? Mon camarade eut un sourire. « Il n'est pas loin, dit-il. »« C'est vous ? » ?»« Moi-même. »« Et vous êtes sûr que le médaillon était avec le reste ? » ?»« Non. Je crois bien l'avoir vu, mais ce n'était pas certainement parmi les bibelots que j'ai remis à M. Jeffray. »« Dans quoi les avez-vous emportés ? » ?»« Dans un petit sac à main que j'ai fermé moi-même à clé. »« Avant de sortir de la chambre ? » ?»« Oui. »« Alors cet objet doit être resté dans cette chambre ? » ?»« Trouvez-le » fut sa laconique réponse. À ce point,
Plus d'un se serait arrêté. Mais quand je m'accroche à quelque chose, c'est avec la ténacité d'un bouledogue. Ce soir-là même, je retournai à la maison Moore. Et prenant toutes les précautions possibles pour ne pas être surpris par le sarcastique d'Urbine, ou l'un de ses nombreux flatteurs, je me mis en devoir d'explorer une fois de plus la chambre du colonel, résolu à lui arracher son secret. Je procédai avec méthode, m'imposant d'agir comme si personne n'avait encore opéré ici de recherche. Déplaçant chaque meuble, j'en examinais soigneusement le dessous, le dedans. Je sondais les parois, je scrutais le parquet, je fouillais partout. Ni dans les encoignures, ni ailleurs, le médaillon ne se trouvait. Fallait-il s'avouer battu ? Une dernière fois, je promenais autour de moi des yeux découragés. Ils s'arrêtèrent sur les grands rideaux de brocart que j'avais tirés devant les fenêtres pour qu'on ne vît pas de la rue ma lumière. Quoiqu'ils fussent bien tendus ainsi, et sans aucun pli capable de recéler un objet quelconque, je les secouais consciencieusement, surtout celui qui était proche de la table. Naturellement, il n'en tomba rien. « Folie !» murmurai-je avec rage, mais sans lâcher les rideaux. Il me restait à secouer et visiter les lourdes embrasses, et je n'entendais pas en laisser un fil sans l'avoir retourné. Avec une ardeur que renforçait mon désappointement, je me mis à la tâche et... protester, si vous voulez, crier à l'invraisemblance. Dites que si la breloque s'était trouvée en cet endroit au moment des premières recherches, les autres auraient su l'y dénicher tout aussi bien que moi. Je ne puis que narrer fidèlement ce qui m'arriva. Quand je pris les glands de l'embrasure, il me sembla entrevoir quelque chose de brillant parmi leur soie emmêlée. Un grand coup au cœur. Haletant, trépidant d'espérance et de crainte, j'écarte les fils soyeux, j'en arrache un bon nombre, et bientôt je ramène triomphant une chaîne d'or, portant à son extrémité un médaillon de filigrane. Par quel hasard se trouvait-il en cette place ? Quelqu'un l'y avait-il caché de propos délibérés ? Était-ce qu'on essaya, comme pour la bague, de le jeter par la fenêtre parmi les hautes herbes qui croissaient en bas et qu'il demeura accroché aux franges du rideau ? Ou bien ces franges, en venant balayer la table encombrée, avaient-elles ramassé l'objet silencieusement sans qu'aucun s'en aperçût ? Autant de questions que je ne m'inquiétais pas de résoudre. J'avais mieux à faire. Courant à la bougie avec ma proie, je me mis à chercher l'agrafe, le fermoir du médaillon. Souvent je m'étais exercé à découvrir le secret des fermetures les plus ingénieuses. Il ne me fut pas malaisé de trouver le ressort qui commandait celle-ci. Je l'ouvre d'une main tremblante de joie. Et que trouvai-je à l'intérieur ? Quelque chose de si différent de ce que j'attendais, quelque chose de si innocent ou de si banal, que j'en restais un bon moment interdit et déconcerté. C'était une loupe minuscule, rien de plus. Que faire de cette trouvaille ? Quel rapport pouvait-il exister entre un pauvre petit morceau de verre et les sombres secrets qu'il s'agissait d'élucider ? Que voulait dire tout ceci ? Était-ce une mystification ? Non, non, l'oncle David ne plaisantait pas. Son journal, ses recherches inquiètes, sa colère, la récompense énorme offerte à qui rapporterait ce médaillon, tout cela en témoignait surabondamment. Mais lui-même, quel usage ferait-il de cette loupe ? Serait-il plus que moi capable de résoudre l'énigme à l'aide de cette énigmatique clé ? Je ne le croyais pas. J'avais espéré, et certainement il espérait de même, trouver ici des instructions écrites. Je m'attendais bien à les voir tracées en hiéroglyphes qu'il ne serait pas aisé de lire tout d'un coup, et j'étais tout prêt à me casser la tête de bon cœur à les déchiffrer. Mais quelle partie tirer de ce verre grossissant ? Attention, me voici justement sur la voie. À quoi sert un verre grossissant, sinon à apercevoir ce qui n'est pas apparent à l'œil nu ? J'y suis. Les instructions que je cherche
doivent être tracés en caractères minuscules que ce vers est chargé de grossir. J'y suis. Victoire. Oui, mais ces instructions, où les chercher? De nouveau, je me trouve déconcerté, sinon découragé. Je m'enfonce dans une longue et inutile méditation. Puis, je me relève, plus résolu, plus tenace. Je promène mes regards par la vaste chambre. Elle me livrera son secret. Je ne me laisserai pas battre. Je lui ai arraché le médaillon, je lui arracherai le reste. À l'aide de cette loupe, j'examinerai de nouveau chaque pli des draperies, chaque pouce carré des murs, du parquet, chaque meuble, chaque tableau. Ici, je m'arrête, la respiration coupée. Un trait de lumière m'avait traversé. Une conviction irrésistible s'était emparée de moi. Le portrait, ce dessin décoloré et sans valeur accroché au-dessus de la cheminée, cette œuvre si banale, dont la présence dans une pièce si somptueusement meublée avait toujours été un mystère. C'était là qu'il fallait chercher. Pourquoi cette certitude s'était imposée à moi si promptement, je ne saurais le dire. Peut-être que de l'endroit où j'étais, auprès du lit, la vue de ce vieux dessin me fit penser aux nuits d'insomnie que passèrent tous ceux qui avaient vu de face son fade sourire. Peut-être le souvenir me revint-il de cette loi mystérieuse interdisant aux mours de déplacer aucun des anciens tableaux qui garnissaient les murs décrépits de la maison. Peut-être me remémorai-je l'étrange curiosité que ce portrait éveillait chez tous ceux qui le regardaient. Francis Jeffrey était du nombre. Quoi qu'il en soit, la réponse que j'ai donnée surgit instantanément dans mon esprit, et s'y cramponna avec force. Agité, fiévreux, surexcité, au-delà de toute expression, j'amène une chaise devant la cheminée, je décroche le cadre, je promène ma loupe sur chaque trait de l'insipide visage. Je n'y découvre rien de particulier, mais arrive aux longues boucles qui l'entourent. J'ai soudain un violent sursaut. Sous le verre, 1, 2, 3, 4 lettres, nettement tracées, venaient d'apparaître. Les cercles capricieux que décrivaient ces boucles étaient en réalité des mots, des phrases, des lignes d'écriture, composant un tout cohérent. Je retins à grand-peine un cri de triomphe, et il me fallut un puissant effort de volonté pour me contraindre à étudier posément et à transcrire dans mon carnet l'effroyable communication que voici. Lâche, misérable que je suis. Je me dispose à projeter sur mes descendants l'ombre d'un crime dont je n'ose encourir le châtiment public, et que pourtant je ne puis taire. Un pouvoir plus fort que ma volonté m'oblige à confesser mon forfait. J'ai longtemps cherché comment je pourrais faire cette confession, de telle sorte que seuls mes héritiers directs en puissent prendre connaissance. Et cela uniquement aux heures de crise ou de difficulté suprême. Je crois avoir trouvé. Je l'écrirai de façon qu'elle demeure invisible aux profanes, laissant aux initiés le soin de transmettre de père en fils les indications verbales et les moyens matériels pour la déchiffrer. Personne plus que moi n'a désiré la mort de son ennemi, et nul n'a jamais employé plus de ruse et d'astuce pour satisfaire ce criminel désir. Maître absolu dans ma maison, j'imaginais un stratagème compliqué et ténébreux à l'aide duquel l'homme qui tenait en ses mains le pouvoir de me déshonorer ou de ruiner ma carrière tomba sur le foyer de la bibliothèque sans que personne fût auprès de lui, et sans qu'aucun signe permît de m'imputer sa mort. Pensez-vous que ce soit ici l'affirmation d'un fou? Allez donc dans cette chambre où j'ai passé, où je passerai encore tant d'heures de mortelle expiation. Approchez du grand placard que j'y fis installer, retirez ces tiroirs qui jamais ne servirent à enfermer aucun vêtement. Entrez dans ce réduit, cherchez vers le fond une sorte de guichet, un Judas, et appliquez-y votre œil.
vous découvrirez immédiatement au-dessous de votre place le foyer de la bibliothèque avec son grand fauteuil, et fasse le ciel, si le ciel pouvait m'écouter, que celui qui y sera assis ne vous ait jamais donné le nom d'ami. Glissez la main le long du mur vers la droite. Vous rencontrerez d'abord un obstacle. Passez-le. C'est la poignée qui vous servira tout à l'heure à remonter l'appareil, et qu'il faudra alors tourner de droite à gauche jusqu'à fond de course. Mais aussitôt que vous sentirez un creux, pressez et pressez fort sur le bouton qui est dissimulé à l'intérieur de cette cavité. Je dis pressez fort si votre salut l'exige. Mais je dis aussi prenez garde. Évitez, s'il se peut, d'attacher à vos pieds le boulet que je traîne, moi, maudit. Depuis l'heure où je me débarrassais par le crime de l'obstacle qui entravait mon chemin, depuis que j'ai mis sur mon front la marque du meurtrier, je porte l'enfer dans le cœur. Jamais, à partir de ce moment, je n'ai goûté le bienfait du repos. Après 30 ans de résistance, de lutte surhumaine, je demeure comme au premier jour, esclave du démon que j'ai déchaîné. Asservi à une mante affreuse qui me prive de sommeil, me chasse de mon lit, me force à recommencer sans cesse le geste criminel. À cette torture, il n'est point de remède. Démolir le mortel mécanisme, démonter le poids et le ressort, débarrasser la maison de l'appareil du crime, ce serait s'exposer à crier à haute voix mon infamie, à jouer devant tous la scène que je mime éternellement dans le silence terrifiant de la chambre. Non, il n'est point de recours pour moi. Jusqu'à la fin, une main inexorable me poussera dans le fatal réduit, me contraindra à recommencer la lugubre comédie. Quand viendra l'heure où je ne pourrai plus quitter mon lit, je la répéterai en rêve, je la balbutierai dans le délire, appelant la mort et redoutant de mourir, redoutant de me voir condamné dans l'éternité, comme dans le temps, à tuer encore, à tuer sans cesse, à tuer toujours. Chapitre 20. Paroles dans la nuit. Tout homme a connu dans son existence des moments d'émotion intense. Je vécus un de ces moments-là après la lecture de ces lignes, qui voulaient être un avertissement, et qui, trop souvent, n'avaient été qu'une incitation à de nouveaux forfaits. J'éprouvais une singulière fascination, je désirais faire jouer le mécanisme, suivre, à la minute même, les instructions données avec une précision si minutieuse, d'en observer le résultat. Mais un certain sentiment de réserve prévalut. Mon devoir m'imposait nettement l'obligation de communiquer au major une découverte aussi importante et de me mettre à ses ordres avant de tenter l'expérience. Il eût été d'ailleurs assez téméraire de se livrer seul à cet exercice, sans autre clarté que le peu de lumière que projetait ma lanterne. Il vaudrait mieux évidemment y voir clair et être au moins deux. Influencé par ces considérations, je remis le portrait à sa place et quittai la maison au moment où les premières lueurs de l'aube se montraient. Il m'avait fallu 3 heures pour extraire de ces lignes enchevêtrées l'effrayante confession. Je fus de bonne heure au bureau ce matin-là, mais pas assez tôt cependant pour trouver le chef seul. Plusieurs personnes étaient déjà enfermées avec lui, et lorsque, ayant été introduit, j'aperçus là le major, le juge d'instruction, Durbin et un autre détective renommé, je devinai immédiatement de quel sujet on discutait. Le chef m'invita à rester, peut-être parce qu'à mon expression, il reconnut que j'apportais des nouvelles, ou peut-être parce qu'il avait pour moi plus de sympathie et plus de bienveillance que je ne le supposais. Pourtant, Durbin, qui parlait quand j'entrais, avait aussitôt fermé la bouche, comme une trappe, et s'était même laissé aller jusqu'à tambouriner une protestation impatiente sur la table. Mais ni le chef ni le juge ne me manifestèrent de déplaisir, et mon aimable camarade fut obligé d'accepter ma présence avec la meilleure grâce dont il était capable. Il y avait là un 4e personnage, qui se tenait à part des autres,
et sur qui l'attention générale semblait axée à mon entrée. Elle y revint bientôt. Pour quiconque connaissait bien les diverses classes d'habitants de Washington, c'était à ne pas s'y tromper un de ces employés de l'administration gouvernementale dont les maigres appointements subviennent à grand-peine aux besoins d'une nombreuse famille. Un individu d'aspect modeste et doux qui avait pour trait caractéristique de cligner de l'œil sans cesse en parlant et de bégayer péniblement dès qu'il s'animait. Néanmoins, malgré ses défauts, il produisait une bonne impression et commandait la confiance. Comme je le constatai bientôt, la chose n'était pas sans importance, car l'histoire qui se mit alors à raconter était de force à me faire oublier mes propres découvertes, et douter même du témoignage de mes yeux. Le premier indice que j'eus de la curieuse nature de sa disposition me fut fourni par la question suivante que lui posa le chef. « Vous êtes parfaitement sûr que ce monsieur est le même que celui que nous vous avons montré hier soir ?»« Absolument sûr, monsieur. J'en ferai le serment, » affirma-t-il, bégayant solennellement. « Vous n'avez pas le plus léger doute à cet égard ?»« Aucun. Je l'aurais reconnu avec la même assurance, même si je l'avais vu dans une autre ville et dans une cohue d'aussi beaux messieurs que lui. Ses traits, la haute distinction de toute sa personne m'avaient frappé au premier abord et j'eus amplement le temps de l'étudier pendant les quelques minutes que nous passâmes côte à côte. C'est ce que tous vous avez déjà dit. Voulez-vous avoir l'obligeance de recommencer votre récit ? Je désire que l'agent qui vient d'entrer l'entende de votre bouche. Retracez-nous la scène en détail, sans rien omettre. » Après m'avoir jeté un regard inquisiteur, l'homme commença. « Le soir du 11 mai, jour de la mort de Véronique Moore, je regagnai mon logis à Georgetown. Ma femme était malade. J'avais été en ville voir un médecin et j'aurais dû rentrer directement chez moi. Mais j'eus la curiosité de voir jusqu'où montait la crue du fleuve. Vous vous rappelez qu'il avait envahi ses rives ce soir-là. Je m'attardai donc à flâner sur le pont, et c'est alors que je me trouvai auprès de ce monsieur, au sujet de qui vous m'interrogez maintenant. Il était seul et appuyé comme cela sur le parapet. » Ici, l'homme attira une chaise vers lui et, croisant ses bras sur le dossier, pencha la tête en avant. Tout de suite, j'eus l'impression que sa manière de regarder l'eau jaunâtre qui bouillonnait au-dessous n'était pas celle d'un simple curieux comme moi, mais de quelqu'un qui médite un acte de désespoir. Il était fort beau et fort bien mis, mais il avait l'air complètement désemparé et si absorbé dans ses pensées qu'il ne me remarqua même pas, bien que je me fusse mis peu à peu tout près de lui. Je m'attendais à le voir sauter dans l'eau et je me préparais à donner l'alarme. Mais au lieu de cela, il leva soudain la tête, et les yeux fixés droit devant lui, sur quelque vision de son esprit, il proféra des mots comme jamais je n'en avais entendu. Pro. Le bégaiement du narrateur l'interrompit irrésistiblement, et le magistrat eut tout le temps de dire. « Quels étaient ces mots ? Prononcez-les lentement. Nous avons tout le temps de vous entendre. Rien ne nous presse. » Presque aussitôt, l'homme surmonta son tic, et nous contemplant tour à tour, il articula d'une voix profonde. « Ces mots, les voici. Il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. » Aucun nom, mais cette simple phrase, répétée. « Il faut qu'elle meure. » Je demeurai là, effaré, ne sachant s'il fallait fuir le voisinage de ce désespéré ou lui mettre la main au collet, quand tout à coup il se redressa, ôta ses bras du parapet, et les yeux toujours vagues, et de la même voix dure et résolue, il ajouta « Ce soir !» Puis, pivotant sur lui-même, il passa auprès de moi, les yeux absolument vides et hagards, et prit la direction de la ville.
au moment où il me dépassait, ses lèvres s'ouvrirent pour la 3e fois. « Ce qui veut dire, ajouta-t-il, entre un gémissement et un sanglot, une balle pour moi et... » Je donnerais beaucoup pour avoir entendu le reste, mais il allait trop vite. Je ne saisis pas la fin de la phrase. À quelle heure cela se passait-il ? Aux environs de 5h30, car il était 6h quand je rentrais chez moi. C'est donc après cela qu'il a dû se rendre au cimetière. La chose est à peu près certaine. Pourquoi diable ne l'avez-vous pas suivi ? Grommela Durbin. Cela ne rentrait pas dans mes attributions. Je ne le connaissais aucunement. Ce pouvait être un fou. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je suis rentré chez moi, comme je vous l'ai dit. L'état de ma femme empira gravement cette nuit-là, et j'avais trop de mes propres inquiétudes pour penser à cet incident. Mais cependant, vous avez lu les journaux le lendemain ? Non, monsieur. Ma femme alla de plus en plus mal, et pendant plus d'une semaine, je ne quittais pas son chevet, craignant à chaque instant de lui voir rendre l'âme. J'étais absolument indifférent à tout ce qui ne se passait pas dans la chambre de la malade, et quand une lente amélioration se produisit, il me fallut l'emmener à la campagne. Si bien que je ne donnais qu'une attention distraite à tout ce qu'on racontait du drame de la maison Moore. C'est hier seulement, qu'en lisant un article de journal, déjà vieux, relatif à cette affaire, je me souvins subitement de ma rencontre sur le pont. Je m'en ouvris à un voisin qui fut de l'opinion que l'homme que j'avais vu là était M. Geffray. Nous feuilletâmes ensemble les collections de journaux illustrés. Nous trouvâmes son portrait. Il n'y avait plus de doute possible. C'est alors que j'ai prévenu la « Cela suffit, Mr. Galston, interrompit le major. Quand nous aurons besoin de vous, nous vous le ferons savoir. Durbin, accompagnez M. Galston. Je restai seul avec le major et le magistrat. Il y eut un moment de silence, pendant lequel mon cœur battit si fort que j'eus peur qu'ils ne l'entendissent. Depuis que j'avais pris le parti de Miss Turner, je doutais de l'innocence de M. Geffray, en dépit de son triomphant alibi, et j'attendais avec impatience ce que diraient ces messieurs. Le major, s'adressant au juge, rompit le premier le silence. « Voilà un fait qui renforce singulièrement votre hypothèse. Nous tenons la preuve que la mort de Madame Geffray était résolue irrévocablement, et c'était Geffray qui se chargeait de frapper dans le cas où Miss Turner faiblirait. Ici, les sentiments d'admiration exaltée que j'avais voués à cette belle et malheureuse personne m'emportèrent au-delà des égards dus à mes supérieurs. « Miss Turner !» m'écriai-je impétueusement. « Miss Turner n'a pu comploter une chose si abominable. Miss Turner est la plus noble des femmes. Une victime, non point une criminelle. » Le major me jeta un regard pénétrant. « Je croyais que vous la considériez comme coupable, ou tout au moins comme complice. » J'ai pu le faire, mais j'ai erré. Je le regrette. Depuis bien des jours, une erreur me pèse, me tourmente. Toute mon ambition est de démontrer que je me suis trompé. J'y travaille sans répit. Et voici enfin que... Je m'arrêtai, très ému. « Allons, dit le major, de bonne humeur. Vous avez du nouveau à nous annoncer. J'ai vu cela dès l'entrée, à votre mine. Parlez vite. Même quand vous faites fausse route, nous savons que vos travaux sont toujours ceux d'un détective intelligent et dévoué. » Ainsi encouragé, je commençai méthodiquement mon rapport. Je dis par quelle suite de méditation, d'induction et de déduction je fus amené à faire mes 3 grandes trouvailles. 1. Le mémoire et les notes de l'oncle David insérés dans un vieux livre de la bibliothèque. 2. Le médaillon. 3. Le testament du colonel. Et lorsqu'enfin, tirant mon carnet de ma poche, je lus l'extraordinaire communication du meurtrier, quand j'eus expliqué, non sans un secret orgueil, comment j'étais parvenu à déchiffrer les caractères si ingénieusement dissimulés, je vis sur le visage de ces messieurs un tel contentement,
disons le mot, une telle admiration que je crus, ma foi, qu'ils allaient me sauter au cou. « Vous avez montré des talents rares, dit le magistrat au bout d'un instant. Il faudrait beaucoup d'hommes comme vous. Et vous avancerez, appuya le major. Ce fut un des beaux moments de ma vie. Pourquoi Durbin n'était-il pas là? Mon chef proposa alors de nous rendre immédiatement à la maison Moore. Un secret de famille comme celui-là ne se découvre pas tous les jours, même dans une ville à surprise comme Washington. Nous allons tâcher de trouver ce fameux ressort derrière les tiroirs du placard et voir ce qui en résulte quand il fonctionne, n'est-ce pas? Il me tarde, en vérité, d'examiner de mes yeux ce mystérieux portrait. À ce propos, l'intérêt qu'y prenait M. Jeffrey s'explique maintenant. Il connaissait le diabolique secret. Cela était parfaitement évident, et mon cœur se serra en songeant à Miss Turner, qui paraissait être si avant dans la confiance de son beau-frère. Il se serra davantage quand Durbin, nous rejoignant, ajouta ses airs soupçonneux aux doutes prudents des deux autres. Tandis que je fournissais les renseignements qui m'étaient demandés, je ne cessais de me répéter tout bas avec obstination. Sous aucun prétexte, je ne veux la croire coupable. Elle porte sur son front la preuve qu'elle est innocente, et je saurai démontrer cette innocence et le monde la proclamera. Ou il dira pourquoi. Si M. David Moore avait été déjà installé à son poste d'observation, il aurait été fort surpris de voir, à une heure si matinale, un groupe important de ses ennemis naturels faire irruption dans son domaine. Mais heureusement, il n'était pas encore levé, et sans être épié ni interrompu par lui, nous pûmes procéder à nos investigations. Notre premier soin fut de nous rendre à la chambre du sud-ouest, de décrocher le dessin, de l'examiner avec une forte loupe et vérifier que les mots que j'avais déchiffrés s'y trouvaient en réalité. Cela fait, et les félicitations de ces messieurs ayant été brièvement répétées, devant Durbin, cette fois, nous pénétrâmes dans le grand placard où, selon les instructions du dessin, devait se trouver le ressort secret qui mettait en mouvement quelque diabolique et meurtrière machinerie communiquant avec la bibliothèque. À ma grande satisfaction, le rôle actif dans cette expérience me fut confié, Durbin continuant à n'être qu'un simple spectateur. J'enlevai tour à tour les deux vastes tiroirs qui masquaient le fond de ce réduit. Puis, à tâtons, je cherchai le Judas par lequel on devait voir ce qui se passait devant le foyer fatal. L'ayant trouvé et n'apercevant rien, car la vaste salle était encore à cette heure plongée dans l'obscurité, je demandai que quelqu'un se chargeât de l'éclairer. Tout de suite, Durbin descendit, suivi du major et du juge. Rien à présent n'aurait pu réfréner leur curiosité, pas même la menace d'un danger possible, qui demeurait encore mystérieux et troublant. Cependant, quand la lumière fut allumée au-dessous, et que, par le Judas, je pus embrasser de l'œil dans son ensemble tout le devant de la cheminée, il ne me fut pas nécessaire de les avertir de se reculer, car ils s'étaient groupés tout près de la porte, précaution qui n'avait rien d'excessif à une minute si hasardeuse. « Êtes-vous prêts » appelai-je. « Oui » répondirent-ils tous les trois en même temps. « Alors, attention !» Étendant la main vers le ressort que je venais de trouver au fond d'une cavité située à ma droite, j'appuyai dessus vigoureusement. Le résultat fut instantané. Sans bruit, mais avec une précision absolue, une sorte de boule pesante se détacha du plafond, juste au-dessus de la place où était d'ordinaire fixé le fauteuil. Ne rencontrant que le vide, l'objet se balança lourdement au bout de ce qui paraissait être un fil de fer ou une corde à fouet, puis il s'arrêta à un doigt ou deux du plancher. Au cri simultané des trois hommes, je m'échappai de l'étroit réduit pour aller les rejoindre, et devant cet appareil diaboliquement imaginé pour assurer l'impunité du meurtrier, je demeurai comme eux, saisi d'horreur. Lorsque nous eûmes à peu près repris possession de nos esprits, nous nous avançâmes,
pour examiner de plus près l'engin de mort. C'était une boule de métal fort lourde, peinte à sa partie inférieure de façon à se confondre avec les peintures du plafond. Quand elle était remontée à sa place, c'est-à-dire quand elle occupait le trou au-dessous duquel elle pendait maintenant, la seule partie visible ressemblait à s'y méprendre au reste de l'ornementation. « Elle est tombée juste à l'endroit où se trouvait le siège », remarqua Durbin d'un ton significatif. « Oui, à la place même où plus d'un ami fut traîtreusement invité à s'asseoir, » murmura le magistrat avec un frisson de dégoût. « Remettez le fauteuil en place, » ordonna le major, « et assurons-nous du fait. » L'ayant empoigné aussitôt, nous parvînmes sans effort à l'installer dans sa position première. « Vous voyez, fit Durbin. En effet, nous voyons. »« C'est infernal, » grommela le major. Puis, regardant la boule qui pendait de côté le long du dossier, et le poids retombé de toute la longueur de la corde, « si on la remontait un peu… »« Je vais essayer, » dis-je vivement. En escaladant l'escalier 4x4, je me glissai à nouveau dans le cabinet. Avec un coup d'œil pour m'assurer qu'ils étaient bien tous aux aguets, je saisis la poignée et selon les indications du colonel, je tournai de gauche à droite. Aussitôt, si parfait était le fonctionnement que la longue corde se raidit. La boule de métal revint se placer au-dessus des coussins, puis elle remonta rapidement. « Bon, » commanda le major, « pressez de nouveau le ressort. » J'obéis, et bien que le dos du fauteuil me gênât pour bien voir, je jugeai, à l'attitude et à l'expression de ceux qui étaient restés en bas, que la manœuvre avait réussi de façon à les stupéfier tous. La situation du siège, la disposition des coussins, la rigidité du dossier, l'inclinaison des bras, qui avaient été calculés mathématiquement pour que le malheureux invité à prendre place y fût aussi sûrement voué à la mort que si 20 boulets, au lieu d'un, l'eussent menacé. Ce boulet meurtrier, machiné avec la même science infernale, grâce à la force combinée de sa chute et de son poids, devait infliger un choc cérébral capable d'amener la mort sans qu'aucune blessure vînt éveiller le soupçon. Ou bien, si l'on découvrait quelque meurtrissure, elle serait infailliblement attribuée à la chute de la victime, allant donner contre les moulures du foyer, ainsi que la récente enquête à propos de M. Pfeiffer le prouva une fois de plus. À la stupéfaction que me causaient ces réflexions, s'ajoutait le saisissement d'une trouvaille que je venais de faire à la seconde même où l'ordre m'était donné de tourner la manivelle jusqu'à fond de course. Je la tournai en effet, mais d'une main qui tremblait, et bien que je ne pusse voir le résultat, les exclamations qui me parvinrent d'en bas témoignaient de la rapidité et de la précision avec laquelle le poids était remonté, se caser à sa place dans le plafond. Quand, quelques minutes plus tard, je rejoignis Durbin et mes chefs, je les trouvai tous trois cherchant des yeux dans la corniche le Judas par lequel je venais de les épier. Il était presque imperceptible à distinguer, tant il correspondait exactement à l'ombre d'une des volutes du plafond. Lorsqu'enfin nous ramenâmes tous les yeux à terre, le magistrat eut une exclamation qui exprimait bien le sentiment de chacun de nous. « Je suis heureux de ne pas m'appeler Moore. » Le major ne répondit rien. Il réfléchissait. « Nous avons fait un grand pas énorme, dit-il pensif. Mais après tout, l'énigme demeure, et même elle se double. Tout est à recommencer, évidemment, en ce qui touche la mort de ce Pfeiffer. Nous savons maintenant que sa mort ne fut point naturelle, mais qui la lui donna? Voilà la question. Hélas, m'écriai-je, pouvant à peine articuler, cette question ne sera que trop facilement résolue. En tendant le bras que jusqu'à ce moment j'avais tenu obstinément derrière mon dos, j'ouvris lentement ma main devant leurs yeux étonnés. Ils y virent un lambeau de dentelle blanche, dentelle d'une valeur inestimable, comme je le sus depuis, arraché à cette garniture de manches
qu'on appelle des engageantes. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda le major, avec des signes d'émotion profonde comme jamais. Il n'en avait manifesté devant moi. « Contre la plainte grossière qui revêt le mur derrière les tiroirs, » répondis-je avec une agitation plus grande encore. Un bras de femme a précédé le mien dans la recherche du ressort fatal, et la dentelle que voici ornait sans doute la blanche robe d'une mariée. De toutes les bouches, un cri de stupéfaction sortit. Véronique Moore ? Chapitre 21. L'explication. Avais-je entrevu, au cours des semaines employées à élucider les causes et les circonstances de la mort de madame Jeffrey, une lueur de l'incroyable vérité ? Je ne le crois pas. Rien dans ses traits, tels que je me les rappelais, rien dans ce que je pouvais savoir d'elle ne m'avait préparé à une pareille révélation. Le major, le magistrat, n'était pas moins confondu que moi. Seul, Durbin affectait un air subtil et dégagé, mais inutilement. Il ne trompait personne. Le rôle indiscutable qu'avait joué Véronique Moore dans la mort de M. Pfeiffer était une surprise accablante pour chacun de nous. On s'explique maintenant les étranges paroles de M. Jeffrey. « Il faut qu'elle meure », dit enfin le juge d'une voix oppressée. « Elle était venue à lui avec du sang sur les mains. » N'importe. Le fait paraissait incroyable, bien plus, irréel. Je me rappelais ce beau et fin visage tourné vers moi, sur les larmes nues de ce même parquet. Les récits que j'avais lus de sa vivacité d'esprit, du charme irrésistible de ses manières, et je n'arrivais pas à me représenter une femme délicate, raffinée, mettant la main à cette œuvre de ténèbres. « Ainsi donc, nous avons 3 criminels au lieu de 2, ricana Durbin après un temps. « Jolie famille !» Mais cette saillie ne trouva aucun écho. « La première chose à faire, » dit le juge d'un ton préoccupé, « serait de pousser vivement l'enquête commencée au sujet de cet infortuné Pfeiffer. Nous n'avons jamais obtenu sur sa personne que des renseignements vagues, incolores, pouvant s'adapter à n'importe qui. Il serait de première importance de savoir exactement quelles relations ont pu exister entre les personnes soupçonnées et la dernière victime du mécanisme meurtrier. » Le major se hâta d'affirmer qu'il n'avait rien négligé à cet égard. Plusieurs émissaires étaient en campagne. « J'attends à chaque instant une réponse, dit-il. Qu'elle arrive de jour ou de nuit, que je sois chez moi ou ailleurs, ordre est donné de me la remettre dans le plus court délai possible. » Comme si ces paroles eussent eu un pouvoir évocateur, à peine avait-il fini de parler qu'un agent parut, un télégramme à la main. Le major le prit vivement, et constatant qu'il était chiffré, il se servit pour le lire du code qu'il portait toujours sur lui. Voici la teneur de la dépêche. Résultat de l'enquête ouverte à Denver. 3 frères Pfeiffer, tous de bonne réputation, de conditions moyennes et de caractère aventureux. L'un était dans les affaires à Denver. Mort juin 1897. Un second périt au Klondike, octobre même année, et l'autre, nommé Wallace, mourut subitement il y a 3 mois à Washington. L'enquête secrète n'a rien révélé de plus au sujet des 3 frères. Résultat de l'enquête ouverte à Owosso. Un individu nommé Pfeiffer était commerçant à Owosso à l'époque où V.M. y vint en pension. C'était Wallace, un des 3 frères de Denver. V.M. et une de ses compagnes allaient souvent s'approvisionner au magasin de Wallace Pfeiffer. À l'époque où V.M. quitta la pension, P. vendit son fonds et, à l'instigation de son frère William, partit avec lui pour les mines d'or du Klondike. Résultat de l'enquête secrète à Owosso. V.M., de plus en plus intime, avec compagne morte depuis, faisaient souvent ensemble promenade à cheval. Une fois, partirent pour une longue excursion, très peu de temps avant que V.M. quittât définitivement la pension.
Date correspond à celle d'un mariage célébré dans petite ville voisine entre Antoinette Moore et V. Pfeiffer de Denver, témoin jeune fille rousse. L'amie intime avait aussi des cheveux roux. V.M. avait-elle un second prénom dont l'initiale était un A? Nous nous regardâmes ébahis. Jamais certainement la possibilité que suggérait cette question n'avait traversé la cervelle d'aucun de nous. « Partez chez M. Jeffrey et ramenez-le immédiatement » ordonna le chef à Durbin. « Et vous, continua-t-il en s'adressant à moi, allez chercher Miss Turner. Pas un mot de ce qui s'est passé, et qu'ils ne sachent point qu'ils vont se rencontrer ici. » J'étais heureux d'avoir quelques minutes pour me recueillir et ajuster mes idées aux conditions nouvelles révélées par les faits surprenants qui venaient d'être mis en lumière. Mais au-delà du fait que Madame Jeffrey était responsable de la catastrophe qui signala le jour de son mariage, que, selon les termes du juge, elle était venue à son époux avec du sang sur les mains, mes pensées refusaient de s'aventurer. Une inextricable confusion suivait toute tentative pour résoudre cette question vitale. Quelle était la part de complicité, au cas où ils seraient complices, de M. Jeffrey et de Miss Turner dans le premier crime, et qu'ajouterait leur confrontation à ce qu'on savait déjà? Dans mon désir d'obtenir la réponse, je hâtai le pas et fus bientôt à la porte de l'habitation présente de Miss Turner. Je ne l'avais pas revue depuis la clôture de l'enquête, et mon cœur battait violemment tandis que je l'attendais dans le petit salon obscur où m'avait introduit la personne qui la surveillait secrètement. Les scènes dont je venais d'être le témoin, la nature incertaine des soupçons qui planaient sur elle depuis plusieurs semaines, le mystère de son attitude à l'enquête, le prestige de son incomparable beauté, tout cela m'avait jeté dans une telle agitation que j'eus peine à commander mon maintien lorsqu'elle parut. Mais je doute qu'elle ait remarqué mon trouble. Elle était elle-même beaucoup trop émue. S'avançant vers moi, avec la grâce souveraine qui jamais ne l'abandonnait, elle me demanda vivement : « Vous avez un message pour moi ? Est-ce de la part du parquet ? Le juge d'instruction a-t-il encore des questions à me poser ? » « Ma mission est plus pénible, » me hâtai-je de répondre, désireux de la préparer à une épreuve qui ne pouvait manquer d'être cruelle. « En raison d'événements qui vous seront expliqués par de plus autorisés que moi, vous êtes attendu à la maison où... Je ne pus m'empêcher de balbutier sous son beau regard triste. « Où je vous ai déjà vu une fois, » terminai-je gauchement. « La maison de Waverley Avenue ?» s'écria-t-elle d'un accent de détresse. Je répondis d'un hochement de tête en détournant les yeux. Quel droit avais-je de pénétrer la conscience de cette femme ? Sont-ils tous là ? Tous. Puis, après un moment de silence, la police et Monsieur Jeffrey. Madame, protestai-je respectueusement, mon devoir se borne à vous conduire à l'adresse que j'ai nommée. Une voiture nous attend. Puis-je vous prier de vous préparer immédiatement et me suivre ? Pour toute réponse, elle me soumit à un long regard scrutateur, que je ne parvins pas à éluder. Puis elle s'éloigna d'un pas mal assuré pour gagner sa chambre. Évidemment, le courage qu'il avait si longtemps soutenu commençait à lui manquer. Toute sa physionomie avait changé. Devinait-elle, comme je le désirais, que le secret de la maison Moore n'était plus seulement connu d'elle et de son malheureux beau-frère ? Quand elle revint, prête à sortir, ce changement était moins marqué, et lorsque nous descendîmes devant la maison de Waverley Avenue, elle avait suffisamment retrouvé son courage pour agir et parler avec le calme du désespoir, sinon avec celui de l'innocence. Le major nous attendait sur le seuil, et il s'inclina gravement devant Miss Turner, tout enveloppée d'épais voiles noirs. « Miss Turner » commença-t-il sans préambule aussitôt que nous fûmes entrés dans le vestibule. « Puis-je vous demander ici, avant de vous imposer l'épreuve de franchir à nouveau ces portes, si votre sœur, Madame Jeffrey, ne portait pas d'autre nom, ne fut jamais connue par aucun autre nom que celui de Véronique ? » Elle reçut au baptême le nom d'Antoinette, avec celui de Véronique.
mais la personne en souvenir de qui le premier nom lui avait été donné ayant démérité, ma sœur l'abandonna pour adopter celui de Véronique. « Oh, qu'ai-je fait » s'écria-t-elle, effrayée par le silence qui suivit les mots qu'elle venait de prononcer. Personne ne lui répondit. Pour la première fois, en sa présence, il fallait de force penser à une autre qu'elle. Quoi ? La radieuse fiancée qui s'avançait à l'autel n'était plus jeune fille ? Elle était épouse déjà ? Que dis-je ? Épouse l'instant d'avant, veuve pour quelques minutes, et liée à un nouvel époux avant que le cadavre du premier fût refroidi peut-être ? Ah, certes, on pouvait s'expliquer maintenant que la lune de miel eût été troublée, que sa raison eût sombré et qu'elle eût choisi ce lieu pour théâtre de son expiation. Avant qu'aucun de nous fût sorti de sa stupeur, un coup à la porte nous avertit que d'Urbine arrivait avec celui qu'il était allé quérir. Tous deux pénétrèrent dans le vestibule. À nous voir ainsi groupés, à l'expression de nos visages consternés, Francis Jeffrey comprit que la crise suprême était proche. Et se tournant vers le major, « Ne me laissez pas davantage en suspens. Pourquoi m'a-t-on fait venir ici ? Demanda-t-il, presque impérieux. La réplique eut toute la gravité que comportait la situation. Nous vous avons convoqué pour vous apprendre quel est le meurtrier secret de ces vieilles murailles, si vous l'ignorez. Êtes-vous disposé à entendre le détail, ou préférez-vous convenir que vous le connaissez ? Vous n'êtes aucunement obligé de nous répondre. Je le connais, admit-il, se rendant compte, sans doute, qu'une dénégation serait inutile, sinon dangereuse. Alors, il me reste seulement à vous révéler l'identité de la personne qui la dernière a usé de ce secret fatal. Mais peut-être la connaissez-vous aussi ? Je... Les mots se refusaient à sortir de sa gorge, et il tourna ses yeux effarés dans la direction de Miss Turner. Mais le major s'était promptement placé entre elle et lui. Au milieu de rauques sanglots, on l'entendit balbutier avec effort. « Dites, s'il le faut, je ne puis. » « Peut-être ce fragile chiffon le fera-t-il moins brutalement que moi, » reprit le magistrat, en ouvrant sa main pour laisser voir le bout de dentelle révélateur que j'avais recueilli 1 heure auparavant dans la chambre du colonel. Il regarda et comprit. Il porta ses mains à sa figure, chancela. Miss Turner eut un mouvement involontaire comme pour le soutenir, puis elle s'arrêta, les yeux pleins d'une divine pitié. « Dieu !» articula-t-il enfin. « La Providence nous a trahis. En vain nous avons souffert. En vain nous avons nié. Un tel crime ne pouvait demeurer caché. Insensés, qui avons cru pouvoir frustrer la justice humaine. La justice divine veillait. » L'œil pénétrant du major n'avait pas quitté le malheureux. Alors, questionna-t-il d'une voix tranchante, « Vous avez contraint votre femme au suicide ?»« Non, » murmura-t-il. Mais avant qu'il eût le temps d'articuler un mot de plus, Miss Turner, resplendissante de beauté, rayonnante d'un courage nouveau, protestait d'un accent d'extrême ferveur. « Vous leur faites tort, à elle et à lui, par une pareille supposition. Ce n'est pas son mari. C'est sa conscience qui la poussa à cet acte désespéré. Ce qu'il aurait fait si Véronique était demeurée endurcie dans le crime, je l'ignore. Mais c'est ne pas connaître M. Jeffrey que l'accuser d'avoir contraint sa femme au suicide. »« Monsieur Jeffrey, s'il vous plaît, répondra lui-même à ma question, » répliqua le major d'un ton poli, mais ferme. Avec un grand effort, mais en montrant pour la première fois toutes les apparences de la sincérité, M. Jeffrey parla d'une voix haletante. « Je n'ai rien fait pour l'influencer. Je n'étais pas en état de le faire. J'étais anéanti.
quelques mots affreux prononcés dans son sommeil furent le premier avertissement. Je voulus croire qu'elle endurait quelque terrible cauchemar. Mais lorsque, pressée de questions, elle confirma ses paroles, quand j'eus découvert l'atroce vérité, je crus que j'en perdrais la raison. Je me sens de même encore. Tout ceci me sembla un rêve infernal. Elle était si jeune, si légère de cœur, si innocente en apparence. Et je l'aimais. Vous m'avez cru coupable d'avoir donné la mort à cette adorable créature, et moi, j'ai voulu de toutes mes forces que ce fût votre conviction. Pour l'amour d'elle, j'ai subi l'opprobre de vos soupçons. J'en acceptais toutes les conséquences. Et sa sœur, cette noble femme, était prête au même sacrifice, pour que le crime de celle qui nous était chère demeurât ignoré, que son nom ne fût pas livré à l'exécration. Nous pensions pouvoir garder le secret. Nous sentions qu'il nous fallait à toute force le garder. Nous en avons fait le serment, en français, devant les détectives. Elle l'a gardé, elle, que Dieu l'en récompense, et je l'ai gardé, tant qu'il a été possible. Mais les choses ont parlé. Tous nos efforts, tous nos espoirs, l'agonie de ces dernières semaines, rien n'a servi. Ma pauvre Véronique, je n'ai pas su te défendre. Ton nom va être traîné sur la claie. Il s'arrêta, la voix brisée. Tous nous étions remués jusqu'au fond de l'âme. « Si je vous comprends bien, » dit le major, maîtrisant le premier son émotion. « Tout en condamnant l'acte criminel commis par cet infortuné, vous lui trouvez ou vous lui connaissez des excuses ? Vous ne croyez pas, notamment, que le crime fut prémédité ? Et vous estimez peut-être qu'elle a expié ? Oh oui, elle a expié. Et elle agit sans préméditation, je l'affirme, dit M. Jeffrey avec force. Si vous voulez savoir quel fut l'état de son âme, vous aurez son propre témoignage. Cette déposition, elle a passé les dernières misérables heures de sa vie à l'écrire. Les quelques lignes que j'ai montrées furent tracées par elle expressément pour être livrées à la publicité. La terrible vérité est dans cette lettre que seule sa sœur et moi, nous avons lue. Aujourd'hui, il disait la vérité, et rien que la vérité. Nous le sentions tous. Tous. À moins que je n'en excepte d'Urbine, qui ne saurait plus ajouter foi au dire de quiconque a été mêlé de près ou de loin à une affaire judiciaire. Mais ce Pfeiffer avait contracté mariage avec elle, n'est-ce pas ? Reprit le juge. Elle l'avait épousé secrètement, peu avant de quitter la pension, et c'est lui qui, à un instant aussi critique, vint se présenter à la maison où... « Vous lirez sa lettre, interrompit M. Jeffrey. Je ne puis parler d'elle, ni de cet homme. Puis, avec une inconséquence qui marquait bien l'état de son esprit et de son cœur torturé, il se mit soudain à narrer ces détails qui lui répugnaient. Toujours les paroles affreuses résonnent à mon oreille. Agitée d'un rêve pénible, couchée près de moi, elle murmura « Je suis votre femme, votre épouse légitime. Croyez-moi, croyez-moi. J'ai tué le premier avant d'aller avec vous à l'autel. Je l'ai tué comme mes ancêtres m'ont appris à le faire, comme ils ont fait quand un ennemi leur barrait le chemin. Il était mort avant que nous fussions unis, je le jure. Je suis votre femme légitime. » Longtemps elle protesta, ainsi qu'elle était ma femme, qu'elle n'était ni adultère ni bigame, donnant avec volubilité tous les détails, toutes les preuves capables de confirmer son assertion. Enfin, elle parut se calmer, et moi, je demeurai là, comme changé en pierre. Jusqu'à l'aube, je fus ainsi, paralysé physiquement, tandis que ma tête se trouvait en proie à un tumulte voisin de la démence. Quelque chose, un écho discordant dans nos 2 semaines de vie conjugale, me revenait avec persistance, affirmant que tout ceci n'était pas une illusion, un rêve affreux. Le jour parut lentement,
Je distinguais son doux visage encadré sur l'oreiller de ses boucles blondes, les objets connus et chers qui nous entouraient. Mais une ombre terrifiante, vague, obstinée, planait au-dessus de nous, dans la demi-obscurité, traçant une ligne d'éternelle séparation entre ma femme et moi. Encore à moitié endormie, elle murmura un bonjour confiant, me tendit les lèvres pour le baiser accoutumé. Terrifié à l'idée de lui montrer mon visage hagard, je balbutiai quelques paroles confuses. Je m'enfuis. Je ne la revis qu'au premier déjeuner, et ayant rassemblé tout mon courage, je lui dis que j'avais à lui parler. Nous passâmes dans le petit salon. « Savez-vous que vous avez eu un rêve horrible ?» commençai-je en tremblant. Elle poussa un cri aigu, et je vis sur ses traits que ce qu'elle avait dit en dormant était vrai. Est-il des paroles pour redire le cruel interrogatoire, l'affreuse confession ? Elle se jeta à mes pieds, embrassant frénétiquement mes genoux, protestant de ses remords, affirmant 1000 et 1000 fois qu'elle avait agi dans un moment de folie, poussée par le démon qui perdit toute sa famille. Plus elle protestait de son repentir, et plus grandissait ma consternation. C'était donc vrai. Elle ne divaguait pas. Voulant espérer encore, je courus comme un fou chez Miss Turner. Je lui dis tout. Elle fut d'abord atterrée, mais bientôt, reprenant sa vaillance, cette incomparable amie ne songea qu'au moyen de nous venir en aide. « Il faut pardonner, et il faut sauver Véronique, à tout prix, » articula-t-elle, le premier moment de stupeur passé. Elle ne s'est jamais démentie. Mais moi, je ne pouvais encore me résigner à accepter les faits que je venais de lui révéler. Il me fallait des preuves matérielles. Il me fallait lire de mes yeux le hideux testament du colonel, toucher de mes mains l'infernal mécanisme, avant de croire que tout ce qu'avait dit ma malheureuse femme n'était pas le cauchemar d'un cerveau désemparé. Comme un fou, je revins dans le salon où Véronique était affalée à la place où je l'avais laissée. Elle me vit, ou elle ne me vit pas courir au bureau de la chambre à coucher, fouiller dans un tiroir, y saisir une clé et m'élancer dehors en jetant quelques paroles confuses d'explication. Je voulus courir à la Waverley Avenue, mais il était trop tôt. Il ne fallait pas qu'on me vît entrer là. Dieu, si quelqu'un pouvait soupçonner. J'errai longtemps, attendant la nuit. J'entrai dans une épicerie pour me fournir de luminaires, et au milieu de mon désarroi, je l'oubliai sur le comptoir. À la brune, je pénétrai enfin dans la maison Moore. Tout était plongé dans les ténèbres. En brûlant des allumettes, je trouvai le chemin de la chambre, et là, ainsi que je vous l'ai dit à l'audience, je trouvai de quoi m'éclairer. Je n'avais pas songé à emporter une loupe. Mais j'ai la vue bonne. Je savais ce qu'il fallait chercher dans le portrait. Il ne me fallut que peu de minutes pour y démêler quelques-unes des phrases maudites. Mais je voulais espérer encore. Je m'obstinais à douter. Qui m'assurait qu'il restât le moindre vestige de l'invention du colonel, à supposer que cette diabolique machine eût jamais existé. Francis Geffray s'arrêta, la bouche sèche, l'œil fiévreux. « Vous êtes entrés vous-même dans ce cabinet, messieurs, » reprit-il. « Vous en connaissez la disposition. Vous avez frémi en trouvant la poignée meurtrière, en la faisant fonctionner. Pouvez-vous imaginer quelle sensation ce fut pour moi, cramponné à une folle confiance en la femme que j'aimais, de tâtonner dans ce vestibule d'enfer pour trouver le ressort dont elle avait parlé, d'appuyer dessus, et d'entendre alors, au-dessous, dans l'obscurité impénétrable de la bibliothèque, le bruit que fit une masse pesante en tombant sur les coussins du vieux fauteuil. Nous crûmes qu'il ne pouvait continuer, tant fut violent le spasme qui lui serra la gorge et lui contracta les mâchoires. Mais il surmonta aussitôt son trouble. Je crois que j'ai dû perdre connaissance, car lorsque je me sentis capable de sortir de ce placard, la bougie était plus courte d'1 pouce. En replaçant les tiroirs, je heurtai du pied le candélabre. Il culbuta,
roula sur le parquet. Quand je vis la flamme lécher le plancher vermoulu, une soudaine impulsion me saisit de fuir et de laisser brûler la maison. Mais je ne cédai pas à cette tentation. Assez de crimes avaient été commis dans ces murs. Écrasant la flamme sous mon talon, je me précipitai hors de la chambre, descendis l'escalier à tâtons, gagnai la rue, je ne sais comment. « Sans entrer dans la bibliothèque ?» demanda le major. Je ne saurais dire. J'étais absolument hors de moi. C'est fâcheux. Il nous importerait essentiellement de le savoir. Je n'ai aucun souvenir d'y être entré. Alors, vous ne pouvez pas nous dire si la petite table s'y trouvait, avec le candélabre posé dessus, ou si... Je ne puis vous fournir aucun renseignement à ce propos. Le major, après avoir laissé peser un long regard sur cet homme dont la souffrance faisait peine, se tourna vers Miss Turner. « Pour sauver de l'infamie le nom de votre sœur, vous avez risqué votre honneur et même votre vie, dit-il. Il faut que vous ayez eu pour elle une singulière affection. » À cette interpellation inattendue, la jeune fille se troubla, détourna les yeux. « Je désirais, comme vous dites, sauver son nom de l'opprobre, » murmura-t-elle. « Et Elle s'arrêta rougissante. Tous ceux d'entre nous qui étaient doués de quelque sensibilité achevèrent en pensée la phrase qui se formulait dans son cœur. « Et j'aime celui qui me demandait ce sacrifice. » Cependant, tout n'était pas clair encore dans sa conduite. « Et pour sauver cette réputation, vous avez attaché un revolver au poignet de votre sœur, » insinua le major. « Non, » répliqua-t-elle avec véhémence. « J'ignorais quel objet je lui attachais au poignet. Ma déposition à cet égard a été absolument sincère. Elle tenait sans doute le revolver dissimulé dans les plis de sa jupe ou dans sa poche. Je n'eus pas le plus lointain soupçon de ce qu'elle préméditait. S'il faut vous dire toute ma pensée, je fus péniblement impressionnée de la trouver si gaie, si folâtre, après ce que j'avais entendu de M. Jeffrey. Je ne l'ai compris qu'après. C'était une attitude voulue, destinée à prévenir toute question ou observation. « Voulez-vous nouer ces bouts de ruban ?» me demanda-t-elle en propres termes. « Nouez-les serrés avec un nœud double dessous et 2 boucles dessus. Je sors. »« Allons, ne commencez pas. Ce que vous avez envie de dire attendra bien jusqu'à demain. Pour ce soir encore, j'ai l'intention de prendre du plaisir, de m'amuser. » Et elle riait. Je demeurais bouleversée, consternée. Est-il possible qu'elle soit en possession de son bon sens, me demandai-je. Je tremblais au point qu'il me fut difficile d'achever le nœud. Articuler un seul mot m'eût été impossible, et je n'osais pas lever les yeux, la regarder en face. Je touchais la main et elle ne cessait de rire, d'un rire forcé qui cachait une résolution terrible. Quand elle se retourna sur le seuil, pour me donner ses dernières instructions au sujet de cette note laissée dans un livre, je vis ses yeux briller d'un éclat bizarre. « Et vous n'avez eu aucun soupçon de son état d'esprit ? » ?»« Aucun. Je n'ai su deviner ni la profondeur de ses remords, ni l'expiation qu'elle méditait. Mon excuse, c'est que je ne la connaissais guère. Je la croyais frivole, uniquement préoccupée de son plaisir. Je ne savais pas que c'était un masque destiné à cacher un secret trop lourd pour son jeune cœur. Alors, vous ne saviez absolument rien des liens qu'elle avait contractés pendant les derniers temps de son séjour à la pension ? Je n'en avais pas la moindre idée. C'est une autre, et non pas moi, qu'elle prit pour confidente. Et cette autre est morte. Jamais le moindre indice concernant ce malencontreux mariage ne m'était parvenu jusqu'à ce mardi matin où M. Jeffrey entra affolé dans ma chambre et me répéta la confession qu'il venait d'entendre. Le juge, désireux sans doute d'éclaircir un point sur lequel le major n'avait pas insisté, saisit alors l'occasion de demander « Vous nous affirmez n'avoir pas eu la moindre idée que votre sœur méditait un suicide quand elle vous quitta ? »
Et je le répète, monsieur. Pourquoi alors avez-vous immédiatement été ouvrir le tiroir de monsieur Jeffrey et vous assurer si le revolver y était encore? Miss Turner baissa la tête, et de nouveau sa joue délicate se colora. J'y suis allée parce que j'avais peur pour lui, dit-elle d'une voix contenue et vibrante. Il était parti depuis de longues heures, dans un état de surexcitation indescriptible, et il ne rentrait pas. J'ignorais ce qu'un homme pareillement outragé dans les sentiments les plus sacrés d'amour et d'honneur pouvait être tenté de faire. Je pensais à un suicide. Je me rappelais de quel accent il avait dit « Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Mais il faut que j'aille dans ce lieu maudit, il faut que je voie. Et si par malheur elle a dit vrai ?» Ces mots résonnaient sans répit à mon oreille. Et quand j'allais dans l'appartement de ma sœur pour changer de place, comme elle m'en avait prié, ces prétendues explications au sujet de la fin d'un roman, je ne pus résister au désir de m'assurer si les clés de la maison Moore étaient encore dans le tiroir où Véronique m'avait dit qu'on les tenait. Elle n'y était plus. Et le revolver pas davantage. Pas un instant je ne pensais qu'elle avait pu prendre l'un et l'autre. Je ne vis que lui seul, mort ou dément, dans la vieille demeure. Et j'accourus. Mais vous n'aviez pas de clé? Non, puisque M. Jeffrey en avait pris une et ma sœur l'autre. Mais ni le manque de clé, ni le manque de lumière même, car ce n'est pas moi qui ai emporté le paquet de bougies disparues, ne purent me retenir. S'il m'était impossible de pénétrer dans la maison, je pourrais au moins heurter à la porte, ameuter les voisins. Il fallait intervenir, faire quelque chose, je ne savais quoi, mais comme je vous le disais, j'accourus. Saviez-vous que la porte d'entrée avait 2 clés? Non, pas alors. Mais votre sœur le savait? Probablement. Et ne trouvant plus de clé, l'unique clé que vous connaissiez, vous êtes immédiatement accouru ici? Immédiatement. Et ensuite? Je trouvai la porte fermée seulement au loquet. C'est madame Jeffrey qui l'avait laissée ainsi? Oui, sans doute. Mais je ne pensais pas à elle en ce moment-là. Et vous êtes entré? Oui, il n'y avait pas la moindre clarté, mais j'avançais en tâtonnant jusqu'au pilier doré. Pourquoi alliez-vous de ce côté? Parce que je savais. J'étais convaincue que s'il était quelque part dans cette maison, ce serait dans cette pièce-là. Pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin? Sa voix se fit étrangement douloureuse. Vous le savez. Vous le savez. J'entendis à ce moment une détonation à l'intérieur, puis la chute d'un corps. Je ne me rappelle rien d'autre. On dit que je suis partie errer par la ville. C'est bien possible. Il y a une lacune dans ma mémoire depuis cette minute-là jusqu'à l'instant où l'agent m'informa que ma sœur était morte et où j'appris que le coup de feu entendu n'était pas pour lui. « Cora !» Ce cri était parti des lèvres de M. Jeffrey, et il paraissait avoir été tout à fait involontaire. « Au cours des semaines où nous avons été privés de toute communication, dit-il alors, j'ai tourné et retourné 1000 fois toutes ces choses dans mon esprit torturé. Et jamais je n'attribuais à son vrai motif votre visite ici. Voulez-vous me le pardonner? » Il y avait dans sa voix un accent nouveau, cet accent qu'aucune femme ne saurait entendre sans être émue. Elle ne répondit que par un regard, mais jamais je ne vis sur un visage humain pareille expression de divine tendresse. Et M. Jeffrey, ou je me trompe fort, en fut encore plus touché que moi. Le major n'avait pas de temps à perdre en vaine sentimentalité. Une question encore, avant d'envoyer quérir la lettre qui, dites-vous, nous expliquera pleinement l'état d'esprit de madame Jeffrey. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé sur le pont de Georgetown, un peu avant que vous ne rentriez en ville, ce soir-là? Le jeune homme secoua la tête négativement. N'avez-vous rencontré personne dans ces parages? Je ne m'en souviens pas. Vous souvenez-vous au moins de ce qu'était l'objet de vos pensées? Ah, si, je m'en souviens. Quel était-ce? La mort. La mort.
La mort pour elle et pour moi. Elle avait souillé sa pauvre âme, commis un crime qui ne se rachète que par la mort. Mais si elle devait mourir, je devais mourir moi aussi. Je ne voyais pas d'autre issue. Je ne pouvais appeler la police, dénoncer ma femme, l'accuser d'un meurtre et la livrer à la justice. Je ne pouvais pas non plus continuer de vivre à ses côtés, non plus que poursuivre en un coin quelconque de l'univers ma misérable existence. Je résolus d'en finir avant qu'un nouveau jour se fût levé. Mais elle était plus profondément touchée que je ne le supposais du sentiment de sa culpabilité. Et quand je revins chez moi pour y prendre le revolver qui devait mettre un terme à notre commune misère, j'appris qu'elle s'était chargée elle-même de son châtiment. En ce moment encore, l'indignation subsistait, plus forte que la pitié. Mais quand je vis qu'elle avait songé en son désarroi à tracer ces quelques lignes que vous connaissez, surtout quand je lus sa confession, mon cœur se fondit, et je pardonnai. Certes, elle fut coupable, mais elle a racheté. Il se tut, cédant à son accablement, et nous étions, nous aussi, accablés comme lui. Mais bientôt la voix du juge nous rappelait aux aspects pratiques de l'affaire. Vous avez expliqué bien des faits jusqu'ici restés obscurs. Mais il en est encore un très important que ni Miss Turner ni vous n'avez éclairci. Il y avait une bougie sur la scène du crime. Elle était éteinte quand l'agent entra. Dans une chambre, au-dessus, il y en avait une qui brûlait, outre celle dont vous dites vous êtes servi pour vos recherches. D'où provenaient ces bougies ? Votre femme aurait-elle elle-même soufflé celle de la bibliothèque avant de tourner son arme contre elle-même ? Cela paraît inadmissible. Ce sont là des questions auxquelles je n'ai aucun moyen de répondre, répéta M. Jeffrey. Le courage qu'il lui fallut pour venir ici lui permit peut-être de se munir de lumière, et si malaisément imaginable que cela paraisse, elle peut même avoir eu la force d'éteindre la lumière avant de lever le revolver. Le major et le juge s'entre-regardèrent d'un air peu convaincu, et le premier, se tournant vers Miss Turner, lui demanda si elle n'avait rien à dire à ce sujet. Mais elle ne put que répéter ses précédentes assertions. « Je vous ai déclaré que je m'étais arrêtée à la porte de la bibliothèque, ce qui signifie que je n'ai rien vu de ce qui se passait à l'intérieur. » Ici, le major s'enquit de l'endroit où l'on trouverait la lettre. « Vous verrez dans ma chambre, probablement sur la table, un livre qui a encore une couverture de papier. La reliure intérieure est rouge. Rapportez-le. Vous y trouverez ce que vous désirez savoir. » Durbin partit chercher ce livre, et moi, je demeurai légèrement penaud, me rappelant très distinctement l'avoir vu posé sur la table, lors de ma seconde visite, dans la chambre de M. Jeffrey en compagnie du coroner. La pensée que le mot de l'énigme s'était trouvé à portée de ma main dès le début de l'affaire était suffisamment humiliante pour que je ne fisse part à personne de ce détail.